Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs de Demain n'attend pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter Célia Poncelin, qui est la réalisatrice du documentaire In Action, dans lequel elle emmène son père, ses cousins, pour comprendre toutes les raisons pour lesquelles on n'agit pas plus pour le climat. Célia, elle est Marianne du climat 2025. C'est un prix merveilleux qui a été décerné à une quinzaine de femmes qui s'engagent pour le climat et qui bougent les lignes de façon significative. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous l'entendrez. Célia, elle incarne cette nouvelle génération qui non seulement comprend, mais qui agit, qui met son temps, ses compétences au service de la transition écologique. Et puis, ce que j'ai aimé chez Célia, c'est aussi son enthousiasme et le fait qu'elle n'ait peur de rien. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute. Et comme toujours, si l'épisode vous plaît, diffusez-le très largement autour de vous. Mettez une note 5 étoiles sur vos plateformes et puis mettez-nous un commentaire sympathique. À très bientôt. Salut Célia. Bonjour Delphine. Alors je te récupère un matin, mais pas n'importe quel matin, puisqu'on est au lendemain du moment où non seulement tu refais une énième, et on verra combienième projection de In Action, ton film, ton documentaire, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais en plus, dans cette projection, tu célèbres les 1 an du film, et c'était au Grand Rex pour la 5e fois, tu m'as dit. Donc c'est pas un jour comme les autres. Comment tu te sens ? Alors déjà j'ai des cernes, ça se voit sûrement à la caméra. Pas du tout, t'es belle comme un cœur, vas-y, on est bon de ce côté-là. Non, en vrai c'était énormément d'émotions. En effet c'était la 5e fois qu'on retournait au Grand Rex pour fêter les 1 an du film. Dans une salle comble. Dans une salle comble où on a dû négocier avec le Grand Rex pour avoir du surbooking parce qu'il y avait des personnes à l'entrée qui ne pouvaient pas prendre de place. Dingue, tu crées l'émeute. Non mais en fait c'est fou, depuis 1 an tout ce qui se passe dans ma vie je n'arrive pas à croire que c'est là. J'ai une chance et on a une chance énorme avec l'équipe et du coup je me sens avec beaucoup de gratitude. J'ai envie de te reprendre, tu peux pas savoir parce que t'as de la chance bien sûr, mais enfin tu l'as beaucoup provoqué et travaillé, donc je te reprendrai en dehors du micro là-dessus. Donc c'était génial. Oui, ouais. C'est ce type de ciné-débat qui me donne de l'énergie pour les mois à venir. Parce qu'évidemment, là, c'est que du bonheur, du bonheur en barre brute. Mais c'est sûr que des ciné-débats, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués quand on va dans des milieux où on n'est pas forcément bien accueilli, c'est obligatoire. Mais c'est ce que tu cherches, parce que Exactement. Là aussi on va y revenir, mais ton film, c'est un documentaire, tu pars en famille et tu creuses toutes les raisons de l'inaction avec des membres de ta famille et des amis, oui. Et avec des experts. Et c'est un outil pour provoquer ce débat-là, qui est un débat essentiel à avoir dans la société aujourd'hui. On va y revenir, si tu veux bien, je me le garde au chaud, parce que je veux qu'on y passe plein de temps. Mais avant, je veux aussi qu'on ait le temps de savoir qui tu es. Donc si tu le veux bien, Célia, je veux bien qu'on retourne un peu en arrière. On va rembobiner et que tu nous racontes un peu comment tu as grandi, parce que c'est pas non plus par hasard que tu te retrouves à réaliser In Action. Oui, en effet, j'ai plongé directement dans le cœur du sujet. Oui, c'est moi, je t'ai amené dedans, j'étais impatiente. Revenons un peu en arrière. J'ai eu la chance de grandir dans les Alpes, dans un petit village, et un petit village que je considérais être le trou du cul du monde. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai eu une chance inouïe. C'était un village de 4000 habitants dans le Vercors, au-dessus de Grenoble. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Et donc avec des parents très sportifs. Ma maman était sportive de haut niveau en ski de fond. Ça a été une des pionnières du ski de fond féminin dans les années 70 et c'est une figure qui m'a énormément inspirée pour faire mes projets aujourd'hui, me montrer que c'était possible. Et puis avec un papa aussi haut fonctionnaire, donc une rigueur et une excellence incroyables. Et j'ai grandi sur les chemins de randonnée, clairement. Alors honnêtement, à être traînée par mes parents qui négociaient que je joue à la Game Boy en arrivant au refuge en échange de marcher toute la journée. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai eu une chance énorme et mes parents m'ont vraiment enseigner le fait de ne pas laisser de traces dans la montagne. De se dire chaque passage doit être un passage dont la montagne ne peut pas se rendre compte et seuls les souvenirs restent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Mais par contre, j'avais cette conscience environnementale, évidemment. Mais par contre, quand j'ai grandi, j'ai ressenti un énorme décalage entre cette conscience environnementale et mon mode de vie. Et notamment... Déjà, quand tu étais enfant ?
Non, quand j'ai grandi et quand je suis arrivée à Paris. Étudiante. Voilà, j'ai quitté donc mon nid du Vercors pour aller étudier d'abord à Grenoble et ensuite à Paris. Et en arrivant à Paris, tout le monde me considérait comme la montagnarde, hyper écolo. Et en fait, j'ai commencé par prendre un job avec une vie à 1000 à l'heure et en complet décalage. Alors, quand tu dis on me regardait comme la montagnarde, c'était quoi dans ton mode de vie qui était si écolo et qui était déjà différent peut-être de tes petits copains, même si tu t'enchaînes dessus tout de suite, même si en fait tu as été happé par qu'est-ce qui fait le succès d'un étudiant, quelle carrière et quel mode de vie. Mais avant ça, quand tu étais étudiant, qu'est-ce que tu avais gardé de ton enfance qui te distinguait des autres ? L'envie de me retrouver au contact de la nature le plus rapidement et le plus souvent possible. Donc j'étais à Paris, à Sciences Po. Oui. Et c'est vrai que quand tu arrives d'un village de 4000 habitants dans la capitale, déjà pour toi c'est un rêve, mais pour les Parisiens, on te colle un peu une étiquette sur le front de la montagnarde. Celle qui vient du trou du cul du monde. Et pour moi, ça a été le contact avec la nature le plus, à chercher ce contact le plus rapidement. Donc et le plus souvent. Tu sortais de Paris dès que tu pouvais. Tous les mois, je pense, sinon je tenais pas. Quand les copains allaient au ciné, allaient faire du shopping, allaient au café, toi tu cherchais à partir et à retrouver ta montagne ou en tout cas retrouver de la nature d'une façon ou d'une autre. Même à 1 heure de Paris, à Fontainebleau, dans le Chevron, il y a plein de belles choses. Pour autant, ça t'empêche pas en fait de commencer dans une start-up tech. Exactement. Alors, j'ai voulu commencer par entreprendre et c'était des cours à Sciences Po que j'ai eu sur l'entrepreneuriat qui m'ont donné cette envie. Et pour moi, qui venais d'une famille de fonctionnaires, j'avais jamais entendu parler de l'entrepreneuriat. Et en fait, mes parents m'ont regardé avec des gros yeux en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Quand est-ce que tu trouves un vrai travail ?» Et en fait, pour eux, faire Sciences Po, c'était rejoindre un cabinet ministériel, avoir une grande carrière. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à entreprendre, moi, j'étais vraiment un ovni, déjà à ce moment-là. Tu dis entreprendre, mais on entreprend pour quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu voulais, quel sujet tu as voulu adresser à ce moment-là ? J'ai voulu adresser le sujet du recyclage des lunettes parce que je porte des lunettes depuis toute petite. Alors, ça se voit pas aujourd'hui, j'ai des lentilles, mais je portais des lunettes et en fait, j'achetais toujours les mêmes lunettes, toujours des Ray-Ban, des Made in China qui coûtent 200 € alors que c'est 10 € à produire en Chine, tout le monde a les mêmes. Et je me disais, mais on a tellement de lunettes dans notre tiroir, pourquoi est-ce qu'on ne les revaloriserait pas ? Donc, j'ai commencé à en fait les recycler. Donc, c'était des lunettes anciennes qu'avec un opticien, on les travaillait pour les remettre à neuve et on les vendait en paires de solaire uniques. Et tu étais plutôt en avance de phase, parce que là, on est en 2017, 2018, quelque chose comme ça, non ? 2015, 2017. 2015, 2017. Donc, exactement. Ça a été un moment où l'économie circulaire, on n'en parle pas. L'écologie, un peu, mais enfin pas tant que ça. La limite de nos ressources naturelles, pas du tout. Oui. Donc, tu viens à l'entrepreneuriat avec, en fait, un projet qui est un projet d'économie circulaire, sans le dire. Oui, exactement. C'est intéressant quand même, c'est pas un hasard. C'était surtout une passion du vintage, en fait, parce que j'ai toujours adoré chiner des pièces uniques, m'habiller en vintage. Et donc, je me suis dit, si je m'habille en vintage, est-ce que je pourrais pas aussi porter des lunettes vintage ? Et c'est un concept qui a bien fonctionné. Mais je me suis heurtée à un mur qui était que j'étais une femme seule, entrepreneuse, et qu'il y a un moment, il y a un plafond de verre où tu es obligée de lever des fonds pour accélérer la croissance de ton entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de me mettre des verrous, en fait, de prendre des prêts, etc. Ça me parlait pas. D'ouvrir un lieu, de passer mon diplôme d'opticienne, j'en avais pas envie, donc j'ai fini par arrêter ce projet pour rejoindre une start-up dans la mode et l'intelligence artificielle. Oui. Mais tu restais en fait, tu portais plus la responsabilité, t'étais plus, on dirait, en lead de ton sujet. T'étais plus en première responsabilité, mais tu restais dans le même secteur avec les mêmes envies en fait. Exactement. Ça reste la mode, ça reste la tech, ça reste l'hypercroissance. Oui, je m'en rendais pas compte à l'époque et pour moi c'était la suite logique parce que j'avais créé une entreprise où j'étais seule et j'avais vu que c'était viable, j'avais touché un peu à tout et là je rejoignais une start-up avec des doctorants en intelligence artificielle, donc un domaine tout nouveau pour moi avec une entreprise d'une quinzaine de personnes. Donc je m'étais dit à l'époque, c'est l'étape suivante pour que je comprenne aussi comment les entreprises fonctionnent et comment est-ce qu'elles peuvent grandir. C'est la même chose mais structurée, je vais apprendre et puis je vais plus porter
cette charge tout seul. Donc tu rentres là-dedans. À quel moment est-ce que tu te sens vraiment en dissonance? Parce que tu aurais pu aussi être porté par cette aventure. J'ai été extrêmement portée par cette aventure qui m'a beaucoup nourrie parce que j'ai appris plein de choses sur comment fonctionnait une entreprise et je pense que c'est indispensable. Mais je me suis sentie en dissonance, je pense, en 2019. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais dans la société. La société a grossi très rapidement. C'était aussi le but des startups. On est passé de 15 à 45. Moi, j'ai pris pas mal de responsabilités. On était dans la Startup Nation à ce moment-là. Hein. Voilà, avec une équipe du coup à gérer de 5 personnes. Et en fait, je faisais régulièrement des allers-retours à New York pour développer l'entreprise là-bas. Parce que j'ai toujours eu cette envie d'internationalisation. Et j'y allais, je pense, 6 à 7 fois par an. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté très galvanisant, évidemment, parce qu'on se sent incroyable d'aller présenter mon entreprise dans des tours à New York, devant des personnalités de la tech américaine. Et en fait, je pense qu'au fond de moi, je me disais, mais à quoi ça... à quoi ça sert? Et je me souviens avoir calculé mon empreinte carbone. Déjà. Parce que j'avais quand même, c'était aussi le mouvement, l'année des marches pour le climat, 2018-2019. Bien sûr, tu fais bien je manifestais le dimanche. Bien sûr. Et j'étais quand même sensibilisée. Et je me souviens avoir calculé mon empreinte carbone. Et le résultat était affreux. C'était 20 tonnes. Et je me souviens avoir pris un screenshot sur mon ordinateur et avoir regardé ça. Et en fait, de me dire, mais c'est pas de ma faute, c'est mon entreprise qui m'envoie là-bas. C'est à cause de ça que j'ai une si grosse empreinte carbone. Et en fait, je me donnais des excuses, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, en parlant avec mes proches, je retrouve parfois ces mêmes excuses. Bien sûr. Parce qu'on les a tous. Bien sûr. Et alors justement, toi qui as tant décrypté les motifs de l'inaction, quels sont ceux que tu as vus dans ton comportement? Je pense que dans mon comportement, j'avais des biais, des excuses que je me donnais à moi-même pour pas agir sur, en fait, je ne peux rien faire à mon échelle. Et ça, c'est souvent quelque chose qui fiche dans l'inaction parce que on a en effet l'impression que le problème est tellement gros qu'on ne sait pas par quel bout l'attaquer. Et en fait, t'as l'impression que tu fais des petits gestes symboliques et du coup qui te donnent le droit de polluer. Je te donne un exemple, je triais mes déchets et je me disais, c'est bon, je fais ma part en fait. Mais à côté, je prenais l'avion. Alors que les ordres de grandeur, je les avais pas forcément en tête. Je comprenais pas que trier mes déchets, c'était infime par rapport au fait de prendre un vol aller-retour Paris-New York. Tous les 2 mois à peu près, bien sûr. C'est ça. Donc, ce qui t'a frappé à un moment, en tout cas, c'était le fait que, alors même que toi, tu te sentais très proche de la nature, t'avais une compréhension des enjeux. Si t'allais participer aux marches pour le climat, c'est quand même, tu faisais partie de ce mouvement de jeunesse qui avait pris conscience de l'impact de notre façon de fonctionner sur la planète. Pour autant, tu étais activement participante de cette industrie qui polluait, à la fois par ton action directe, par tes vols, mais aussi par ce à quoi tu participes, parce que tu participes à l'industrie de la mode, à la fluidifier par Internet, à la faciliter, et c'est une industrie, on le sait, je crois que c'est 12 ou 15% des émissions carbone, donc tu vois, tu participes aussi à un mouvement qui est vraiment au cœur de nos enjeux d'aujourd'hui. À un moment, tu vas jeter l'éponge, et il me semble que c'est pendant le Covid. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais pu continuer à pédaler pendant encore longtemps? Je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle, mais je pense que ma claque n'aurait sûrement pas été aussi grosse, sincèrement. Parce que pendant le confinement, je me suis vraiment retrouvée face à un gouffre. Je me suis dit qu'il fallait que je réinvente qui j'étais, ce que je faisais, mon métier. Tu travaillais à ce moment-là? Je travaillais, j'étais toujours dans cette start-up. Oui. Donc tu travaillais de chez toi? Oui. Mais à fond les ballons, j'imagine, parce que... non, en fait, on a été en chômage partiel pendant le confinement. D'accord. Et c'est, je pense, une énorme chance, parce que ça m'a donné le temps de ralentir. C'était la première fois de ma vie où, pendant quelques mois, j'avais du temps, en fait. Du temps pour lire, du temps pour écrire, me questionner, regarder des vidéos, m'interroger sur le monde, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que j'avais une énorme dissonance cognitive et que je pouvais plus continuer comme ça. Est-ce que tu te souviens, Célia, des livres, des vidéos qui t'ont mise en action à ce moment-là ou qui ont déclenché ta compréhension? Il y a 2 vidéos notamment qui ont été très marquantes. Évidemment, celle du cours des mines de Jean-Marc Jancovici, qui explique les limites physiques de l'énergie dans un monde aux ressources limitées. Et les vidéos de Partager, c'est sympa, qui
qui m'ont plutôt ouvert la conscience sur, je pense, le militantisme et l'importance d'agir à Donc son échelle. La première t'a permis de comprendre la situation avec les grandes masses, les grands enjeux, parce qu'il est extrêmement pédagogue, Jean Covici. Je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode, bien sûr. Et la deuxième t'a responsabilisé sur ton action. C'est comme ça que les deux se sont additionnés. Ouais. Alors après, on est nombreux aussi à avoir compris, à avoir lu, à avoir entendu, et pour autant à ne pas passer à l'action. Tu dis peut-être que c'est le Covid, parce que ça, en même temps, je me suis mise à l'arrêt et ça a ouvert d'autres possibles. Est-ce que tu penses que cette mise à l'arrêt, ce ralentissement, est en fait au cœur d'un changement possible de trajectoire ? Tout à fait. Mais je pense que c'est pas le seul, et c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu as des ingrédients de la bascule, du changement, qui sont quand même connus maintenant. Il y a le fait d'avoir du temps, mais il y a aussi le fait d'être à deux avec Léo, donc mon compagnon de vie, et avec qui j'ai fait mes projets ensuite. On était ensemble. Je pense que ça aurait été compliqué sinon. On était ensemble, c'est-à-dire que vous avez vécu au même moment oui. le même questionnement, la même perception de dissonance. Tu t'es pas retrouvée en fait dans ton couple à devoir cacher quelque part cette réflexion intérieure. Exactement. C'était d'avoir aussi une résonance à deux qui était Bien très sûr. précieuse. Il y a le fait d'avoir une stabilité financière aussi, le fait de trouver des personnes inspirantes. Peut-être, par exemple, partager, c'est sympa. Je me suis identifiée à lui. Je me suis dit que c'était, enfin, si lui il le faisait, moi aussi je pouvais le faire. Et de trouver aussi rapidement des communautés. Je pense que notre cercle social a beaucoup évolué aussi dû à notre engagement, parce qu'on avait besoin de partager nos questionnements avec des personnes qui avaient les mêmes réflexions. Ouais, donc là, tu as été chercher en fait un environnement qui accueillait tes questions. Notre échange me fait penser à celui que j'ai eu avec Frédéric Laloux. Je ne sais pas si tu le connais. Non. C'est le fondateur de The Week. Oui. Voilà. Donc The Week, et je vous renvoie tous à cet épisode parce qu'il était hyper intéressant. The Week, c'est un programme en fait en 3 sessions qui est vécu en groupe et donc qui permet de passer au travers de ces questionnements sur en fait on en est où, c'est quoi nos limites planétaires, vers quoi on va, quelles sont les causes, et puis quelles sont les amorces de solutions qu'on a devant nous et comment ces solutions peuvent être joyeuses aussi. Ce programme-là, il est visionné en 3 temps ensemble. Et le fondement qu'il y a derrière le programme construit par Frédéric, c'est vraiment cette idée qu'on ne peut avancer que si tu es en phase, que si tu te sens soutenu par ton environnement direct. Et c'est bien évidemment la personne avec qui tu partages ta vie, quand il y en a une. Et puis après, tu as raison de le dire, c'est ta communauté, c'est tes amis. Donc toi, ton réflexe à ce moment-là, ça a été de bouger de communauté, en fait. Ça a été d'une certaine manière de quitter tes copains des startups et tes copains de Sciences Po pour aller rejoindre des gens qui, comme toi, se posaient les mêmes questions. Comment tu les as trouvés ? Et puis même, d'ailleurs, comment tu as eu ce réflexe ? Alors, je pense que c'est la force des réseaux sociaux et la force des collectifs. Je me suis tout de suite rapprochée de mouvements comme la fresque du climat, l'atelier d'automne. Et au sein de ces mouvements, j'ai trouvé une énergie assez incroyable. Et une formatrice aussi. Une force du collectif, exactement. Donc ça, je pense que c'était pour moi une des premières étapes. Après, je me suis beaucoup questionnée sur justement cette idée de est-ce que je quitte mes amis ? En fait, je pense qu'il faut pas quitter ses amis parce que c'est toujours des proches qui sont très importants pour moi aujourd'hui. Et il y a eu des difficultés de communication. Je me suis fait accompagner, moi, par une coach dans ces réflexions parce que ça a aussi été très dur de me sentir en décalage avec mes amis parce que je sentais qu'ils ne comprenaient pas forcément ce mouvement et ce choix de m'engager à ce point-là dans la transition, alors que eux continuaient une trajectoire que nous, on avait toujours eue, qu'on qualifie une trajectoire de succès aujourd'hui, avec des postes de responsabilité dans des grandes entreprises, avec des salaires énormes. Aujourd'hui, mes amis gagnent sûrement 3 à 4 fois plus que moi. Et donc, il y a aussi toute une réflexion qui se met en place une fois que tu commences à t'engager sur comment est-ce que je veux dédier mon temps, mon rapport à l'argent. Oui. Donc, c'est quand même, ça ouvre une très grosse porte sur plein de questionnements. Alors, si tu veux bien, on va en venir au cœur de ce que tu as monté, parce que c'est une chose de prendre conscience, de changer ses habitudes de conso, d'acheter plus de seconde main, de voyager
plus en train et moins en avion, de manger moins de viande, enfin tous ces gestes écologiques qu'on connaît. C'est une chose de se les adresser, c'en est une autre de démissionner. Et encore une troisième, de monter des actions qui embarquent sur ces thématiques. Donc, je veux bien qu'on adresse ces deux sujets. Comment est-ce que tu es passé de cette réalisation et des changements individuels à « je vais le mettre au cœur de mon métier » et comment tu as eu l'idée derrière de tes différentes actions? Parce qu'on va y venir, il y a le film, mais il y a eu d'autres choses avant. Alors, j'ai pas fait de plan sur la comète, si ça peut rassurer, mais en fait, un matin de juillet 2020, Léo, mon compagnon, rentre à la maison et me dit j'ai démissionné. Et on n'en avait pas trop parlé, en fait. Et je me suis dit waouh, ok, super fort. Et bah, s'il le fait, moi aussi, je peux le faire. Et donc, on a quitté tous les deux nos jobs en fin 2020 et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, en fait. Comment est-ce qu'on peut rediriger nos compétences dans la transition? On a fait un petit exercice qui s'appelle l'ikigai. Bien sûr. Donc, il se pose la question de quoi le monde a besoin, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux apporter. Et tout ça, ça donne un peu la raison de vivre, en fait. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Quelle est ma mission? Et venant du monde de la communication, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un enjeu autour de ça. Parce qu'en 2020, c'était que du négatif. Bon, ça a peut-être pas évolué depuis, mais les enjeux étaient traités de façon tellement négative. Anxiogène. Quand j'ai pris ma claque, vraiment, j'ai senti une vague d'éco-anxiété. On était par ailleurs en plein Covid, quand même. Il faut reconnaître ça. Le monde était à l'arrêt. On était plus ou moins cloîtrés chez nous, parfois avec plein d'enfants de partout, et on se demandait quand même quel avenir on allait leur offrir. C'était une période très particulière. Oui, et je pense que c'était aussi une période où on n'avait pas du tout les solutions. Alors qu'aujourd'hui, elles sont bien plus présentes. Alors, on est après le film Demain, qui avait quand même, de Cyril Dion, qui avait quand même été une rupture, je pense que c'est 2015. Parce que pour la première fois, pour le coup, dans ce film-là, on nous parlait d'écologie en nous montrant que des solutions existaient. Oui. Mais c'est vrai qu'en 2020, même si le film avait été un immense succès, parce qu'il y avait eu de mémoire 1,2 million d'entrées, je crois, donc ça avait été un des plus gros documentaires et ça avait vraiment résonné dans la psyché des gens. Malgré tout ça, quand on était en plein Covid, on était quand même passablement déprimés collectivement. On pouvait même plus aller au bistrot. C'est vrai. Il n'y avait plus un verre de rouge, rien. C'est vrai que c'était pas une période très réjouissante. Mais bon, tu vois, la période qu'on traverse actuellement, en 2026, elle ne l'est pas non plus. Donc en fait, chaque période a un peu ses challenges aussi. Mais en tout cas, je me souviens de cette envie de ramener du positif, en fait, pour donner envie. Et en tant que communicante, forcément, tu es assez sensible aux messages qui sont transmis. Et je m'étais dit qu'on n'allait pas forcément dans le bon sens, en tout cas, pour donner envie d'agir pour l'environnement. Et donc, on est parti sur les routes pour aller chercher des solutions. Un peu comme l'idée du film Demain, en fait, mais en Europe. Et on a écrit un livre avec Léo qui a été auto-édité sur un tour d'Europe des solutions au changement climatique, en mettant en lumière 17 solutions dans les pays en Europe. Tu vois, à mon avis, c'est pas un hasard si tu as commencé par être entrepreneur. C'est les mêmes moteurs aussi. Tu es en capacité, d'une part, à ne pas avoir peur, d'autre part, à mettre à distance la peur des autres. Ce qui est, tu vois, c'est deux niveaux qui s'ajoutent, c'est pas évident. Donc, tu y vas et tu vis pleinement cette aventure qui est quand même assez excitante. Qu'est-ce que tu y apprends? Eh bien, j'y apprends que les solutions, elles sont là. Et que, en fait, il y a un mouvement de fond qui est bien plus présent que ce qu'on imagine. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ces solutions ne sont pas adoptées. Et alors qu'elles sont là, et alors que en fait, on pourrait résoudre la crise climatique beaucoup plus rapidement que la trajectoire actuelle. Et c'est ce qui va nous amener aussi à faire le film Inaction, qui est le projet qu'on porte aujourd'hui. Et en fait, tu vois, en ayant ces différentes étapes, en se disant, je me prends ma claque, je vois que le négatif. Ensuite, je vais chercher les solutions pour ramener du positif. Je vois que les solutions, elles sont là. Mais maintenant, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'agit pas en fait face à l'urgence? Qu'est-ce qui nous bloque? Du coup, tu as touché à plein de médias. J'ai oublié de mentionner le podcast. On est consoeurs, en fait, puisque tu as fait du podcast pendant une petite année, toujours orienté sur la mise en lumière de ces solutions. Tu pourrais te dire, ces solutions, elles ne sont pas adoptées parce qu'on ne les connaît pas. Et c'est ce à quoi tu œuvres au travers de ton agence et du podcast. Tu peux te dire aussi, en fait, on les connaît, ou c'est pas très compliqué d'aller les trouver aujourd'hui. Quand on cherche, on trouve. Mais en fait, il y a des blocages. Et ces blocages-là, il faut que je participe à les débloquer. C'est ce que tu vas faire au travers du film.
J'imagine que tu t'es dit les deux et que du coup, tu as très vite en fait lancé tes deux démarches. Mais toi, est-ce que je me trompe en pensant ça? Est-ce que ça a été plus séquentiel que ça n'y paraît? Je pense j'ai toujours été guidée par mon intuition sur les projets qu'il fallait que je porte. J'ai pas fait de plan sur la comète en me disant il faut absolument faire ci, faire ça. J'ai essayé de tâtonner pendant plusieurs années. La façon dont j'ai financièrement gagné de l'argent, c'était en effet d'avoir un mi-temps avec une agence de communication qu'on a créée donc pour faire des missions d'indépendantes sur nos métiers de directeur marketing et communication avec Léo. Donc on a monté vraiment une structure ensemble en tant que couple. On vit et on travaille ensemble. Donc on faisait à mi-temps sur ça. Et puis l'autre moitié du temps, en fait, Et là, c'était pour des marques engagées, ou pour d'une façon ou d'une autre, pour mettre en avant des solutions, que la marque soit engagée ou que ce soit une initiative engagée dans une marque qui l'est moins, peut-être. Oui, exactement. C'était plutôt des entreprises, des associations et des organisations d'impact. Même, par exemple, l'État, on a travaillé avec l'ADEME. Et l'autre moitié du temps, on faisait des projets qui nous faisaient énormément plaisir, mais où il n'y avait pas forcément de revenus. Oui. Et en se disant, chaque année, on défriche un média pour essayer de voir si on y arrive. Donc, on a fait ce livre, en effet, en 2021 sur le Tour d'Europe. Ensuite, on s'est dit, on va poursuivre avec un podcast. Et après, naturellement, on a eu envie de faire un film. Alors, je pense on ne se rendait pas du tout compte que c'était un projet qui avait rien à voir avec un livre, un podcast et qui allait nous prendre des années. Mais on a toujours eu envie de se dire, vas-y, on apprend et on défriche un peu des terrains. Il y a plusieurs choses qui retiennent mon attention dans ce que tu dis, Célia. D'abord, l'équilibre dont tu as eu l'intuition. Je pense que c'est important de se le redire parce que c'est une chose de se dire on va sortir de la Startup Nation. C'en est une, et pour contribuer à rendre le monde meilleur, mais c'en est une autre de pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Donc cette intuition de je vais scinder ma semaine et je vais avoir une partie rémunérée, alignée mais rémunérée, et une partie pro bono où je vais pouvoir tester des choses, aller plus loin, etc. Et je cherche pas à générer des revenus dessus et j'allais dire je m'amuse, mais en fait c'est un peu péjoratif de dire ça, je vais plus loin avec. Cette intuition-là, elle est importante. C'est pour ça que je m'y arrête 30 secondes, parce que ça rend ce chemin-là possible. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'êtes pas parti planter votre tente dans le Larzac, en fait. Vous êtes parti faire des transformations, et pour que ça marche dans la durée, il faut être en capacité à se financer. Donc vous avez mis ça en œuvre, donc chapeau. Et je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de se dire qu'on peut le faire aussi comme indépendant. Et la deuxième chose, t'insistes sur le fait que tu as testé plein de médias. Quel est celui qui t'a semblé le plus efficace dans l'objectif d'embarquer, bien sûr? Le film. J'avoue que les films m'ont toujours fait rêver personnellement et ont eu un énorme impact sur moi, que ce soit Demain dont tu parlais, mais aussi des films un peu chocs comme Cospiracy, Seaspiracy, qui mettent en évidence l'impact de l'alimentation et de la viande et du poisson. Super documentaire, disponible sur Netflix. Allez-y. Ouais, qui m'ont mis des claques et voilà, je pense que le film, en fait, c'est les imaginaires. Et du coup, c'est vrai que c'est pour moi le média qui me parle le plus et qui me donne le plus envie de continuer dans cette voie. Après, j'ai aussi une passion secrète pour l'écriture. Enfin, pas si secrète, mais donc c'est vrai que l'écriture, ça me parle aussi beaucoup. Mais en termes d'impact, c'est le film. Alors, si tu veux bien, on va y venir. Donc ce film, on ne l'a pas vraiment présenté, mais tu embarques ta famille. C'est quand même un choix assez audacieux. Et surtout, tous ceux qui, autour de toi, sont bloqués en fait dans l'inaction. Enfin, que tu as identifié comme tel. Ils sont tous éminemment sympathiques. Il y a ton père d'ailleurs dedans, donc tu les regardes tous avec beaucoup de sympathie. Il y en a 3, 4, 3. Avec des sociotypes du coup assez différents et assez marqués, à la fois générationnels et en termes professionnels et comportementaux. Donc moi j'ai eu l'impression en regardant ton docu que tu nous sociotypais un peu ces typologies d'inaction, et tu vas les emmener à écouter les réponses d'experts, de personnes qui mettent qui cherchent à embarquer à différents niveaux, et tu vas les voir bouger.
Alors, plein de questions sur ce film. Peut-être d'abord sur sa naissance. Quand t'en parles, tu me donnes l'impression que l'idée a germé pendant ton tour en van, ton tour d'Europe. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est venu après? Comment est-ce que tu as eu cette idée à la fois de faire un film, mais aussi d'embarquer tes proches dedans? C'est venu progressivement. Je pense qu'une idée, ça se construit aussi par étapes. On se lève pas un matin en se disant Eureka, j'ai une idée de génie. Ou en tout cas, sur cette base, on construit avec les autres. Après le tour d'Europe, on a pris quelques temps quand même pour réfléchir à la suite, parce que je pense que quand tu es le nez dans un projet, c'est très difficile de voir aussi autre chose parce que tu as la tête dans le guidon. Et donc, c'est venu quelques mois ensuite. Et puis, le projet, il s'est construit sur vraiment 2 ans avant la sortie du film. 2 ans parce qu'on a d'abord eu cette idée avec Léo de vouloir adresser les mécanismes du passage à l'action. Pour comprendre pourquoi est-ce que nous, ça avait résonné, pourquoi chez les autres, ça résonnait pas. Et on se disait que c'est quelque chose qui manquait un peu dans le débat public, en tout cas sur l'environnement. Et une fois qu'on a eu cette idée, on est allé voir des producteurs. Et là, on s'est pris que des refus. C'était refus sur refus sur refus. Franchement, on a galéré pendant 8 mois. Pourquoi ? Parce qu'on nous rigolait au nez. On nous disait, vous êtes personne, vous allez jamais y arriver, vous allez finir sur YouTube. C'était une façon de nous insulter parce que, votre petite vidéo, ce sera très bien sur YouTube. En fait, que des personnes comme nous, mais inconnues au bataillon, qui ne sont même pas de l'audiovisuel, et l'idée de faire un film, et encore plus de passer à la télé, donc on a galéré. Et puis, on a quand même rencontré, je pense, ce film, il est fait de rencontres et de personnes qui nous ont fait confiance. On a rencontré nos producteurs et en fait, ils nous ont dit votre projet, votre idée de passage à l'action, il est intéressant, mais en fait, ça va uniquement parler à des gens engagés. Bien sûr. Il faut qu'on arrive à universaliser le propos pour que tout le monde se reconnaisse. Et tu l'as dit, tu as eu l'impression de voir ta propre famille peut-être. Et c'est à partir de ce moment-là où on a eu l'idée d'intégrer notre famille. Franchement, j'avais hyper peur parce que je m'étais dit, mais comment est-ce qu'ils vont accepter ? Surtout ma cousine Mathilde, avec qui on s'entend bien, mais je n'ai jamais parlé de climat avec elle. On est à l'opposé sur plein de choses. Et je m'étais dit, j'avais trop peur de lui demander. Et puis tu touches du doigt là le cœur des problèmes d'aujourd'hui. Sur le sujet du climat, comme sur plein d'autres sujets, on évite les sujets, on a peur de se fâcher et en fait on est presque dans un monde parallèle aujourd'hui avec des vérités qui ne peuvent que clasher et se confronter parce qu'on n'a pas les mêmes faits. Donc on évite soigneusement ces sujets qui fâchent. Donc toi, non seulement tu les as pas évités, mais tu les as embarqués dans l'aventure. Tu dis j'ai eu peur. Est-ce qu'à un moment, pendant le film, tu t'es dit, oh là là, mais en fait, j'ai trop en jeu. Parce que tu vois, tu te mettais aussi beaucoup en danger d'une certaine manière au-delà du film, parce que c'était des relations très intimes. En fait, tu peux pas te fâcher avec ton père, tu peux pas te fâcher avec ta cousine. Donc, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, le jeu en vaut pas la chandelle ? Je me suis beaucoup questionnée, en effet. Notamment, pas forcément sur le tournage, mais pendant la partie montage et avant la sortie, parce que le film, on l'avait montré à personne avant qu'il sorte. Et on l'avait même pas montré aux membres de notre famille qui l'ont découvert le jour de l'avant-première. Et en fait, je m'étais dit, mais s'ils aiment pas, s'ils aiment pas à l'écran ce qu'ils ont dit, ou... Bien sûr, j'avais peur. Enfin, c'est ma famille qu'on met à l'écran. C'est quand même un documentaire assez personnel. Mais en fait, je trouve que ça a été fait avec beaucoup de bienveillance et c'est le cas. On les a embarqués en leur disant on veut pas que vous jouiez un rôle. Par contre, voilà, tout ce que vous êtes susceptible de dire devant la caméra pourrait se retrouver dans le film. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous nous le dites et on refait ou on retire. Mais on veut pas que vous jouiez un rôle et on veut que vous soyez vous-même. Et franchement, mais tout le monde a joué le jeu. Alors que c'est pas évident d'avoir 2 caméras qui sont braquées sur toi à longueur de journée. Et aujourd'hui, ils en sont où, tes 3 protagonistes ? Est-ce que tu les as fait bouger ? Oui, en fait, à la fin du film, on a une scène, justement, où on leur demande « Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ?» Mais en fait, le tournage s'est quand même étalé sur 15 jours, donc c'était peu, mine de rien, pour qu'eux puissent changer. Et je pense qu'ils ont accepté de faire le film parce qu'ils avaient envie de vivre une aventure avec nous, par curiosité de voir comment un film est fait. Et pas du tout pour l'environnement, pour être honnête. Et surtout, on leur a dit le moins de choses possible sur ce tournage, pour que les réactions soient les plus authentiques possibles.
Et en fait, j'aurais aimé les suivre vraiment pendant plus longtemps parce qu'aujourd'hui, ça me redonne tellement espoir de voir à quel point ils ont changé. Je pense que ma cousine Mathilde, qui était sûrement la plus réticente sur ce sujet-là, pas parce qu'elle s'y intéressait pas, mais en fait, personne n'en parle autour d'elle, donc pourquoi... Je fais peut-être une parenthèse oui. là-dessus parce qu'elle est intéressante, ta cousine, Oui. en termes de sociotype. Elle est tout à fait sympathique et elle a un mode de vie comme on l'a eu avant d'être sensibilisée aux enjeux climatiques et peut-être comme on continue à l'avoir d'ailleurs en étant dans le déni. Et notamment, elle prend beaucoup l'avion. Et elle a juste pas envie de changer son mode de vie, en fait. Et on la comprend très bien. Donc, voilà, je ferme la parenthèse pour que tous ceux qui nous écoutent voient de qui on parle. Oui, je pense que Mathilde... Voilà, j'avais son même mode de vie il y a quelques années. Donc, c'est aussi intéressant de se rendre compte de là où partent certaines personnes. Parce que je peux pas aujourd'hui porter un jugement sur quelqu'un qui a un mode de vie que j'avais il y a 10 ans, en fait. Enfin, chacun a besoin d'étapes et de temps pour aussi agir, même s'il y a une urgence. Et Mathilde, en fait, le fait d'avoir vécu ce film, elle a adoré. Et aujourd'hui, on se parle souvent, en fait, sur ce sujet. Elle me dit qu'elle a énormément réduit sa consommation de viande. Elle a fait un potager. Elle prend le train maintenant sur les trajets courts plutôt que l'avion. Et en fait, parce que ce film, on l'a fait uniquement en train. On voulait pas prendre l'avion. Et on a fait Paris-Monaco ensemble en train. Et elle m'a dit, mais avant, j'aurais pris l'avion. Mais le fait de le faire avec toi en train, j'ai vu que c'était possible et que, en fait, c'était super sympa. Et donc, maintenant, elle a une perspective différente. Et tu lui demandes pas de faire une course à la pureté non plus, en fait. Ce qui est intéressant dans les exemples que tu donnes, c'est qu'elle a été chercher ce qui était à la fois source de joie, et puis pas trop difficile pour elle. Et puis elle va probablement continuer à aller aux États-Unis. Je crois qu'elle a des liens là-bas. Mais par contre, elle a changé ce qu'elle pouvait. Exactement. Et on parlait de The Week tout à l'heure. C'est tout à fait l'esprit de The Week qui te dit va chercher ce qui t'apporte de la joie, ce qui est facile. Et tu as déjà beaucoup à transformer. Qu'est-ce qui t'étonne le plus parce que tu as utilisé ton documentaire comme un outil. Tu es à combien de soirées débats aujourd'hui ? Je suis à 150 ciné-débats en 1 an, avec à chaque fois une présence de Léo ou moi. Et on a 15 000 spectateurs qu'on a réunis en salle. Donc le film, il est sorti à la télé, sur Ushuaïa Télé. Et en plus de ça, on a fait pas mal de ciné-débats donc en salle et on a réuni 15 000 spectateurs. Oui, alors là, c'est un travail de dingue, mais en fait, on voit que là, on est au cœur de ce que tu as voulu faire. Tu as proposé un outil et cet outil, tu t'en sers pour vraiment travailler la bascule sur le terrain. En salle, dans des salles avec des spectateurs, j'allais dire des spectateurs lambda, ou avec des salles qui sont remplies par des entreprises, ou les deux ? Les deux. En fait, il y a 50% des ciné-débats qui se font en entreprise. Et c'est génial parce que c'est souvent obligatoire. Et c'est aussi là où on peut aller voir public pas forcément convaincu. Bien sûr. Parce qu'évidemment, quand on fait des séances de cinéma grand public comme le Grand Rex hier, c'est des personnes qui payent leur place, qui ont envie de venir. Et on fait aussi pas mal de diffusions avec des associations et avec des écoles, des universités. D'accord. Donc là, on voit vraiment que ton outil joue à plein. Parce que tout l'enjeu, en fait, de tous ceux qui contribuent à l'écosystème écologique, c'est effectivement de sortir de l'entre-soi. Donc, tu as vraiment un bel outil. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ces projections, tu vois, parce que tu viens de le préciser, tu ajoutes cette partie débat, et j'imagine qu'elle est très riche. Dans les questions qui te remontent, qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui te surprend ? On a sorti le film en plein backlash et avec Léo, on s'était dit bon, il sort à la télé et puis c'est bon en fait, on a fait notre projet jusqu'au bout. Et en fait non, on a été noyé de demandes pour faire des ciné-débats partout en France. Donc on s'est mis en action, on a inventé notre nouveau métier. Et en fait, j'étais vraiment ultra surprise de voir le décalage qu'il y avait entre le backlash, le retour en arrière qu'on entendait dans les médias, qu'on entendait auprès de certains politiciens, et l'envie d'agir qu'il y avait parmi les citoyens et les citoyennes qu'on voyait dans les ciné-débats. Et moi, j'ai été surprise de de tous ces témoignages d'envie d'agir. On est allé dans des villages, à la montagne, dans des cités. Enfin, vraiment, on a, je pense, vu tous les âges, toutes les générations, tous les types de villes. Et on a eu ce même sentiment d'envie d'agir. Et en fait, je pense que
Je pense que l'écologie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais elle s'est normalisée. En fait, maintenant, tout le monde, c'est acquis. Tout le monde a envie d'agir. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a envie de se réapproprier l'écologie, pas comme, au sein de chaque groupe social, sur sa porte d'entrée à soi, sur ce qu'on peut faire à son échelle, et plus une écologie où on doit un peu cocher toutes les cases pour être parfaite et pour être parfait. Tu vois, cocher la case de ok, j'arrête la viande, je fais plus de voiture, je prends plus l'avion. Ben ça, c'est un peu une idéologie qu'on nous a mise en tête, mais qui résonne pas qui rend l'accès chez impossible certaines en fait. personnes. Ouais. Et dans les questions qui te sont posées, il y a des choses que tu n'attendais pas? Oui. Oui, il y a des choses que j'attendais pas. Beaucoup de questions justement sur ce backlash. Comment est-ce que nous, on le vit? Comment est-ce qu'on le sent? Beaucoup de questions sur le mode d'action qu'on partage en troisième partie du film. L'idée de ce film, c'était aussi de mettre en lumière des modes d'action surprenants. Et en fait, on est parti avec Tarek de l'association Follow 10 pour aller voir les actionnaires des groupes pétroliers qui s'engagent. Donc, on est allé dans une assemblée générale à Shell. Et en fait, c'est tellement contre-intuitif de dire les actionnaires s'engagent dans les groupes pétroliers pour plus de climat. Du coup, il y a beaucoup de questionnements autour de ça, de se dire est-ce qu'il vaut mieux agir de l'intérieur, de l'extérieur? Et est-ce que ça marche vraiment, ce mode d'action? Et quelle est ta réponse à toi? Moi, je suis fan de ce travail. J'ai été tellement fascinée par ça. En fait, c'est donc une association qui a été fondée il y a 10 ans parce que c'était un journaliste qui s'est dit, en fait, les groupes pétroliers n'écoutent pas les journalistes. Les seules personnes qui les écoutent, ce sont les actionnaires. Et donc, on va aller parler à ces actionnaires pour les sensibiliser parce que c'est des gens qui sont là depuis toujours, qui veulent bien agir, mais qui n'ont aucune idée de l'urgence climatique. Et donc, chaque année, ils co-déposent avec certains organismes comme AXA, comme Amundi, des résolutions en faveur du climat dans les assemblées générales des groupes pétroliers. Il y a 10 ans, ils faisaient 3%. Aujourd'hui, ils sont autour de 20-25% des votants en faveur du climat. Oui. Ça me renvoie à une interview que j'ai fait il y a un petit moment avec Lucie Pinson, que tu as peut-être identifiée, qui travaille un peu avec les pétroliers, mais surtout beaucoup avec les banques et les compagnies d'assurance, avec une démarche qui n'est pas très éloignée de celle-ci, qui est d'avoir un travail un peu partenarial, en fait, pour les amener à bouger leur portefeuille et à réduire, voire à arrêter le financement des projets fossiles. Donc oui, il y a l'action qu'on peut faire à l'extérieur du cœur du réacteur, et il y a l'action qu'on peut faire à l'intérieur. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est de ton docu, c'est un encouragement à aller mener l'action partout, et chacun à son échelle, chacun avec ses compétences. Donc il y a quelque chose de très facilitant, en fait, dans les messages. Peut-être un petit mot sur les experts que tu interviews, sur les motifs de l'inaction. On en parlait au début de cet entretien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais bien qu'on revienne, sur les raisons pour lesquelles on en est là aujourd'hui, et du coup, ce qu'il faut combattre d'une certaine manière? Alors pour ce film, on a rencontré en effet des chercheurs en France et à l'étranger pour être sûr de passer les bons messages. Et c'est vrai que moi, souvent, avant, je pensais que c'était plutôt nos cerveaux qui étaient en faute, parce que la façon dont ils étaient faits nous bloquait pour agir. Et en fait, j'ai un peu déconstruit ce mythe pour me rendre compte que le plus gros frein, c'était la norme sociale. C'est le fait qu'on attende en fait que des personnes qui nous ressemblent dans notre groupe passent à l'action parce qu'on n'a pas envie d'être le premier à passer à l'action et à se mettre en déséquilibre. On est le rabat-joie de service. Exactement. Et donc, plus on montre que les comportements sont déjà là, qu'il y a des actions qui sont visibles, plus on va avoir envie que tout le monde... plus on va encourager le passage à l'action pour le plus grand nombre. Et l'idée, c'est de se dire que le changement, il ne doit pas forcément venir des influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais qu'on est tous aussi l'influenceur de quelqu'un, parce qu'on s'identifie plus facilement à des personnes qui nous ressemblent. Et donc, de voir qu'en fait, ton voisin, ton collègue, ton ami a mis en place cette action, et ça va t'encourager toi-même à le faire. Parce qu'on a envie de se conformer en tant qu'être humain à un groupe social pour appartenir. Ça, c'est des mécanismes primaires, je pense, primitifs. Et donc, voilà, si on voit qu'on dans un groupe, le changement est déjà là, ça va être plus facile.
Un exemple qu'on aime bien partager, c'est la cigarette dans les lieux publics. Oui. En fait, en 2007, donc, il y a eu l'interdiction. Et à l'époque, les fumeurs étaient contre cette interdiction. Ils voyaient ça comme une privation de liberté. Aujourd'hui, ce serait impensable de fumer dans les bars, les restaurants, les avions. Et en fait, tout le monde a normalisé ce comportement. Ça nous paraît d'une autre époque. Et en fait, en 20 ans, on voit que les normes sociales, elles se sont quand même profondément transformées. Et je pense que quand on demande autour de nous, est-ce que vous connaissez des personnes qui font du vélo, qui ont réduit leur consommation de viande, fait poser des panneaux solaires, rénover leur logement, en fait, il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on imagine qui ont déjà des comportements environnementaux sans forcément mettre l'étiquette dessus. Alors, ça touche du doigt un autre sujet qui est tout ça, c'est des comportements individuels. Je me souviens d'une étude du Shift ou de Carbon 4 qui disait que même si tous nos comportements individuels étaient parfaits, en fait, on améliorerait le bilan carbone de la France que de 25%. Parce que tout le reste, en fait, c'est structurel. C'est lié au choix énergétique du pays, c'est lié à la façon dont produisent les entreprises, etc. Donc, est-ce que tu considères que toi, ton action, elle est d'abord au travers de ce docu, et ce à quoi tu nous encourages, c'est d'abord d'agir là où on peut agir, c'est-à-dire sur nos propres comportements, ou est-ce que ton message va également adresser le sujet des 75% restants? Et ça va de pair quand ton documentaire est montré à des entreprises. Est-ce que tu as parfois l'impression que c'est un déclencheur bienvenu pour aller plus loin sur leur propre modèle, ou que c'est une bonne excuse pour avoir embarqué les salariés sur leur comportement individuel et leur permettre de ne pas modifier leur supply chain, leur business model, etc. J'ai l'impression, peut-être un peu naïvement, que ça a vraiment un impact parce qu'on a énormément de personnes qui prennent le temps de nous envoyer un message pour nous dire que le film leur a fait du bien, que ce soit des personnes engagées qui ont besoin de positif dans cette période angoissante, ou que ce soit des personnes justement qui sont très loin de ces sujets et qui me disent en fait ça m'intéresse maintenant. Et on a des témoignages de spectateurs qui sont venus avec leurs parents, par exemple, avec qui c'est super dur d'en discuter et qui ensuite ont pu ouvrir le dialogue. Et moi, je crois beaucoup à cette notion de l'influence sociale parce qu'en effet, il y a un moment où, une fois qu'on a réduit son bilan carbone, en fait, on atteint un palier où on peut pas faire plus. Oui. Mais du coup, c'est à partir de ce moment-là que l'influence, elle devient méga importante. Et là, tu as tout le collectif qui rentre en jeu de toi participer à des mouvements. Et il y a une étude qu'on partage dans le film qui est pour moi super précieuse, qui explique que pour changer une norme sociale dans un groupe, il faut 25% des personnes de ce groupe qui se mettent en action. Donc si, par exemple, tu as 100 personnes dans un restaurant et 25 personnes se mettent d'accord pour prendre un repas végétarien, et les 75% restants vont suivre. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir une moitié de la population qui agit, on a besoin d'avoir un petit groupe qui est solide, fort, connecté ensemble et qui se met d'accord pour faire changer les normes sociales. Et puis à un moment, la carte change aussi. Oui, exactement. Et c'est là où tu as l'influence du consommateur. Parce que par rapport à ce que tu viens de dire sur l'influence sociale, ça me rappelle une étude que j'avais vue qui identifiait ce que tu appelles l'influence comme étant une empreinte. Donc il y avait l'ombre carbone. Oui, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que ça différenciait notre empreinte carbone, qui est la résultante de nos actes. Est-ce que je prends l'avion ou pas? Est-ce que je mange de la viande, etc. C'est mon empreinte. De mon ombre carbone, qui est en fait ma capacité d'influence par mes actes, et peut-être par mes actions dans mon métier, toute l'influence que je peux avoir. Et là, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est quelque chose, je pense, qui résonne chez beaucoup de gens. Donc, j'en profite pour en renvoyer l'idée. Merci beaucoup, Célia. On va arriver à la fin de notre échange. Je te donne quelques petites questions finales à la volée. La première, c'est, on sent chez toi, évidemment, une énergie de dingue. Et je pense que toutes tes soirées débat génère cette envie d'agir et l'alimente. Est-ce que tu sais déjà de quoi la suite sera faite? J'imagine que tu as encore un travail d'accompagnement. Tu es loin d'être arrivé au bout de l'outil que tu as dans les mains. Mais est-ce que tu vois venir quelque chose de différent demain? Oui, alors la suite, elle est en 3 étapes, c'est très simple. On continue à diffuser le film, on a encore des demandes jusqu'à 2027. Waouh.
On s'accorde 5 mois de pause pour prendre un peu le temps et on part faire un grand voyage avec Léo jusqu'au Japon en train. Génial. Donc on fait l'aller-retour en train sur 5 mois. Et puis, en fait, de tous ces témoignages des ciné-débats qu'on a reçus en 1 an, on a senti qu'il fallait en faire quelque chose. Et du coup, on sort un livre le 24 septembre aux éditions Tana qui s'appelle « Et si nous étions proches de réussir ?» et qui raconte un peu une autre histoire de la transition. Basé sur les échanges pendant les débats. Exactement. Tu vois, on était au cœur du sujet. J'ai hâte de le lire. Super. Ton agence continue de fonctionner en parallèle ou tu l'as mis en veilleuse ? J'ai plus le temps. Tu peux pas tout faire. Ok, ça reviendra peut-être plus tard. Génial. Est-ce que tu as un livre ou un film en dehors des tiens, de ton livre, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est pareil, je le remettrai dans les notes de l'émission. En dehors de ton livre et de ton film, est-ce que tu as une œuvre culturelle à nous recommander ? Les Éclaireurs, qui est un documentaire fait par un couple de jeunes réalisateurs qui pose la question en fait de la transition au travail et comment est-ce que les métiers vont évoluer face au dérèglement climatique. Et donc, c'est disponible sur TV5 Monde en replay gratuitement. Super. J'irai trouver le lien et je le mettrai dans les notes aussi. Super. Et pour terminer, Célia, est-ce que tu as une personne inspirante et engagée que tu voudrais voir à ta place ici, interviewée par Demain n'attend pas ? Tarek de Follow 10 qui est dans le film avec nous et qui agit dans les groupes pétroliers. Super. Tarek, j'arrive. Hyper intéressant. Merci beaucoup Célia, merci pour tout ce que tu fais. Bravo pour ton énergie et ta capacité d'embarquement. Tu bouges des montagnes. Merci à toi. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Demain n'attend pas jusqu'au bout. Merci à celles et à ceux qui s'abonnent sur la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître Demain n'attend pas, qui est un média complètement indépendant et qui n'existe que grâce à vous. Si vous préférez voir cette discussion en vidéo, pas de problème, le podcast est maintenant disponible sur YouTube. Et si vous voulez suivre mes actualités, c'est très simple, inscrivez-vous à la newsletter ou suivez-moi sur mon compte perso sur LinkedIn ou sur le compte du podcast sur Instagram. Vous aurez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et encore une chose, le livre du podcast Les Inspirants est toujours disponible pour vous dans toutes les bonnes librairies. À lire et à offrir très largement. Allez, à très bientôt pour un prochain épisode de Demain n'attend pas.